Tout à l'heure, on était tous les deux à prendre un petit thé. Et la nouvelle, il y a deux nouvelles de l'actualité qui nous ont sauté. C'est qu'hier matin, on a appris que certainement les Jeux Olympiques d'hiver allaient en 2030, et chacun sans se le dire, on l'a vécu plutôt comme une catastrophe. Alors on laissera le micro dans le public, on connaît chacun un bout de Toi la Haute-Savoie et moi la Savoie. Ouais, non, bah voilà, ouais. C'est le gros titre du Dauphiné. Nous, on a le Dauphiné. Vous, c'est quoi, Paris-Normandie? Oui, Paris-Normandie. Nous, c'est le Dauphiné. Donc, le gros titre, c'est gagné, c'était marqué. Enfin, c'est gagné, super cadeau, les JO, quoi. D'autant plus que nous, on sait déjà plus quoi faire du monde. Les stations sont super équipées. Enfin, ça va, quoi. Donc, en fait, c'est Vauquier. Parce que nous, on a quand même le meilleur du meilleur au niveau des présidents de région. Donc on a Vauquier, oui, bah, quand même, on a mérité. Et donc, en fait, c'est lui qui a tout magouillé en sous-main. Personne n'était quasiment au courant de cette candidature. En tout cas, alors ils disent qu'il y avait un capital sympathie, on ne sait pas d'où ils prennent des sondages et tout ça. Et on a sorti ça du chapeau parce que tout simplement, les deux autres villes qui étaient candidates, elles se sont désistées. Les dossiers n'étaient pas du tout au niveau parce qu'Emile le savait. Et du coup, même si le vote doit avoir lieu en juillet l'année prochaine, en fait, les deux autres sont partis, donc il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que nous qui sommes assez cons pour organiser ce truc-là, quoi. Et donc on se retrouve avec les JO, et donc ça veut dire encore des constructions. Alors le grand argument, c'est que 85% des installations vont être réutilisées. Bon, non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a moins de neige, parce qu'il y a plein... Donc du coup, bon. Et puis en plus, ça s'étend sur un plus grand territoire. Enfin, bon, bref, peu importe, mais sur la question du foncier et de comment on gère l'espace naturel, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. Oui, je pense qu'on est nombreux à penser que c'est pas une bonne nouvelle. Non, mais plus personne n'en veut. Je veux dire, même à Paris, ils vont s'en mordre les doigts, ils vont bouffer des ronds, tu vois le prix que ça coûte, les Parisiens vont payer leur... Enfin, ça va. Je suis pas sûr que ce soit un grand succès populaire auprès des locaux, quoi, cette histoire. On connaît les catastrophes en montagne de la surmédiatisation. Et il se trouve que, vous avez dû remarquer, mais les pancartes des villes sont la tête en bas. Et c'est un mouvement paysan qui dit on marche sur la tête. Je pense que cette phrase, par rapport à l'après-midi qu'on vient de passer ici, entre le constat de Jean-Robert Vialet, l'homme a mangé la terre, en début d'après-midi, puis les désobéissants avec les luttes pour une terre qui serait vivable, on marche sur la tête. Par contre, ni l'un ni l'autre, on sait exactement leurs revendications, mais je trouve que le mot d'ordre est quand même assez universel pour les gens qui luttent en ce moment. Ouais, c'est sûr. On s'est un peu éloigné de la famille Bertrand, là, non? Ah, ben on peut y revenir. Ah non, il y a des gens qui... On peut y revenir, parce que juste j'y pensais, moi, c'est quand même un film très poétique. Et du rapport à la nature, il y a la dureté du travail qui est exprimée beaucoup dans ton film. Il n'est pas que joyeux, tu as raison. Non, il n'est pas que joyeux. Non. La dureté du travail. Juste par rapport à ça, il est joyeux plutôt sur la fin, parce qu'on se retrouve avec une génération qui a choisi ce métier-là. Marc et Alex, ils ont des enfants, ils vont se mécaniser, mais c'est vraiment pour s'aménager du temps libre. C'est pas une mécanisation forcée, dans le sens où c'est vraiment un choix pour... pas grossir, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, on entend des gens qui disent on ne veut pas grossir, mais on veut mieux, c'est pas forcément très courant, mais ça ils le doivent grâce au travail des trois grands-oncles qui ont sacrifié leur vie au travail et qui du coup leur ont laissé une ferme qui est très saine et très en état, et donc du coup eux peuvent commencer à avoir des marges de manœuvre et à réfléchir différemment. Mais ce qui est assez sympa dans cette famille, enfin ce qui est très beau dans cette famille, c'est qu'il y a beaucoup de respect entre les générations et chacun sait ce qu'il doit à l'autre. Et ça c'est pas dans toutes les familles que ça se passe comme ça, c'est pas dans toutes les fermes. C'est pour ça que je te disais que c'est un beau message d'humanité, mais il y a une chose qui m'a frappée aussi, c'est la mortalité assez jeune des hommes. Oui, bon, après, Joseph il avait un cancer, Jean, oui, crise cardiaque, mais il avait quand même des fragilités cardiaques, et Patrick, oui, bon, c'était pas forcément prévu comme ça. Voilà, après, c'est sûr que d'une manière générale, il y a quand même une usure des corps qui est quand même considérable. Et l'autre fois, je me suis fait houspiller par une copine militante qui me dit « Ouais, comment tu peux laisser dans ton film une phrase comme « Le travail ne tue pas » et tout ça ». Et ouais, bon,
enfin, en même temps, je lui dis, tu es au cinéma, il y a du son, puis il y a de l'image. Enfin, quand il dit ça, il repart comme ça en disant le travail ne tue pas, puis quand tu vois l'état, tu dis, bon, certes, ça ne tue pas, mais ça, quand même ça t'use un peu. Donc, quand tu vas au cinéma, tu regardes l'image et puis tu écoutes le son. Enfin, des fois, on réagit un peu rapidement. Vous connaissez ça aussi. Et puis c'est l'agriculteur qui le dit. Oui, oui, c'est lui. C'est pas toi qui le dis. Et c'est vrai, on sursaute et on entend après dans ton film qu'ils ont quand même, ils sont morts jeunes. Bah oui, bien sûr. Et que les corps sont fatigués. Bah oui, André, vous voyez dans quel état il est. Bon, après, André, il a 88 ans quand même. Mais c'est sûr qu'il est cassé comme était son père et tout ça, et tout voûté. Et ça, oui, bon, il y a du café avec du marc qui sert à avoir de l'énergie. Oui, c'est ça. Même s'il y a des médicaments, c'est contre-indiqué. C'est le meilleur plan du film. Ah, c'est extraordinaire ce moment-là. Oui. Ça et les surtout vaches. ce qui se raconte autour, parce que le plan est sur la bouteille, mais c'est plutôt ce qui se raconte autour de la bouteille. Moi, je pensais, les tontons, comme les deux jeunes filles les appellent les tontons, je me disais, il y a les tontons flingueurs, puis il y a les tontons agriculteurs, et là, pour le coup, quand ils ont le marc, là, ça rappelle, il y a de la pomme là-dedans. J'étais étonnée qu'on ne fasse pas de bottes de foin. Vous étiez étonné qu'on ne fasse pas de bottes de foin. Ben, en fait, ils expliquent un petit peu dedans. Il y a d'autres agriculteurs. Encore une fois, je vous dis, c'est quand même, pas tous les agriculteurs dans la zone Roblochon travaillent comme eux. Il y en a pas mal qui font des bottes de foin, enfin des bottes rondes. Eux, ils expliquent un peu, hein, Marc, quand il explique là où ils vont chercher la protéine et tout ça, ils rentrent le foin en vrac et ils ne sont pas nombreux à faire ça. Mais dans la famille Bertrand, je ne vais pas vous le refaire, mais c'est quand même des gens qui, vous avez vu, qui sont quand même assez cultivés, qui s'intéressent, ils lisent beaucoup, ils s'intéressent à tout. Et donc du coup, ils sont allés chercher un petit peu aussi pour toutes les solutions qui sont moins énergivores, ou en tout cas qui leur permettent de travailler correctement. Ils sont toujours aux qualités maximum de lait, etc. etc. Et le choix du vrac, c'est vraiment ça, c'est garder le maximum de protéines dans la plante pour ne pas la travailler trop, parce que si on fait des bottes, ça veut dire qu'on la travaille beaucoup plus. On ne peut pas se permettre de faire des bottes avec de l'herbe qui n'est pas complètement sèche. Et donc du coup, eux, ils rentrent un peu moins secs, ils sèchent ils ont un séchage en branche qui est optimisé d'ailleurs, parce que quand ils ont refait la toiture de l'étable il y a une dizaine d'années, ils ont fait toute une toiture noire et avec 10 cm d'espace, qui fait que l'air chaud au-dessous est absorbé par des ventilateurs pour sécher, et que du coup c'est autant de moins d'énergie qu'on dépense pour chauffer. Enfin tout ça est assez bien réfléchi. Donc le choix du foin en vrac, c'est pas général du tout dans l'appellation Roblochon, mais c'est un choix qu'ils ont fait eux et qui revendiquent et voilà, qui marche bien, notamment ça évite d'aller chercher des compléments alimentaires et d'acheter à l'extérieur. Eux, ils font leur élevage eux-mêmes, c'est quand même des agriculteurs qui, alors, ils ne sont pas en bio. L'appellation Roblochon n'est pas si loin que ça du bio, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, il n'y a pas d'ensilage, on doit produire et consommer sur la zone, enfin c'est quand même... Et du coup, voilà, tout ce qui vient de l'extérieur de la ferme est quand même très très limité, puis c'est quand même des gens qui regardent l'étiquette, quoi. Ils ne font pas n'importe quoi. Mais ça, je pense qu'on l'a un peu compris dans le film. La démonstration sur la protéine végétale est extraordinaire, avec le vocabulaire et... oui, merci de remarquer le vocabulaire, parce qu'on peut quand même remarquer que autant chez Marc et Alex, mais chez André et la génération d'avant, quand vous avez vu le niveau de langage, le niveau de vocabulaire, la structure de la pensée, le recul par rapport à la situation, c'est quand même admirable. Voilà, à la limite pour moi c'est presque facile. Enfin, quand vous avez des gens qui s'expriment de cette manière-là, qui emploient toujours le bon mot au montage, vous avez un sujet, un verbe, un complément, c'est quand même assez confortable, et en même temps le mot est toujours juste et choisi. Alors l'angoisse d'André, c'était de dire « Ah, je suis content que le film marche, mais des fois on n'entend pas tout à fait le bon mot, on met du patron. » Je dis « Bah écoute, si tout le monde s'exprimait comme toi, ça irait pas mal. » Surtout, vous voyez bien, si vous regardez les chaînes d'infos, on parlait dans le débat tout à l'heure, ça blablate toute la journée, et puis surtout, il ne faut pas qu'il y ait de vide. Donc même ceux qui savent pas, il faut quand même dire quelque chose. À la fin, vous savez plus ce qu'ils ont dit, au moins avec les Bertrand, vous savez à peu près... c'est vrai, sur le vocabulaire, c'est incroyable, ils emploient des adverbes, et en Savoie, où on a l'habitude d'aller, c'est vrai. Ce qui marque, c'est la qualité du français, utilisé par des personnes, des agriculteurs de 80 ans, avec des adverbes. Il y a une chose qui est remarquable aussi, et qui est valable pour les agriculteurs de montagne,
c'est le souci de garder la montagne Ouais. en l'état. Et c'est un vrai enjeu écologique, puisqu'ils la maintiennent en état. Si l'agriculture ne perdure pas en montagne, la montagne ne sera pas préservée comme elle l'est, elle se dégradera. Et les agriculteurs, ils nous apprennent ça. Et il y a ça dans ton film. Oui, oui. Bon, c'est amusé un peu. Il y a Joseph qui fauche à la faux, et puis il y a Marc qui travaille à la débroussailleuse, mais il y a quand même ce souci de transmettre quelque chose, et le temps passe. Le film, il raconte ça aussi, le temps qui passe avec les gens qui disparaissent, et puis les gens qui naissent, et puis ben, voilà, sur 50 ans forcément. Mais il y a quand même ce souci de laisser une nature, mais en même temps un outil de travail, parce que c'est quand même leur outil de travail qui sont en état. Après, je me suis fait mettre dans les dents déjà 2 fois par un homme et une femme, de 2 endroits différents, qui me disaient, mais enfin, pour nous, une nature, la nature, c'est pas ça, la nature propre comme eux le conçoivent, non, c'est pour eux, aujourd'hui, dire une nature qui est en état, c'est une nature qui part comme on veut et qui est pas très contrainte. Donc c'est aussi dans l'air du temps. C'est aussi, moi, j'ai pas été, bon, je sais pas ma culture, mais enfin, il faut entendre ça aussi. Moi, ça me fait un peu marre, mais en tout cas, aujourd'hui, dire laisser une belle nature, c'est plutôt laisser une nature qui va comme elle veut et tout ça. Bon, c'est pas tout à fait dans cet esprit-là qu'eux travaillent. Est-ce qu'ils sont étranglés par les emprunts bancaires? Non, justement. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est pour ça que je disais que c'est bien de faire voir aussi des films qui marchent bien. Non, c'est quand même des paysans, dans le sens où ils ont quand même sculpté. Enfin, on va pas trop dépenser non plus, et pas faire des châteaux en Espagne, comme on dit. Donc en fait, non, c'est pas, ça fonctionne bien. Alors ça fonctionne bien parce qu'il y a cette appellation, parce qu'il y a la PAC, parce que il y a des prix de montagne, tout ça, mais tout ça, ce sont des choix politiques pour pouvoir maintenir cette agriculture en état. Et force est de constater que voilà, ils vivent bien et qu'ils ne sont pas étranglés par les prêts. Et c'est vrai que on commence à circuler avec ce film. Alors vous n'en avez pas encore entendu beaucoup parler parce qu'on est à 2 mois de la sortie nationale, mais on est quand même allé un peu ailleurs en France. Et la semaine dernière, j'étais à Carmaux. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a interpellé plusieurs fois, qui croyait que j'avais fait une fable, en gros, comme quoi c'était pas possible de vivre bien quand on était agriculteur, producteur de lait, quoi. Mais c'est la réalité sur notre région. Ils vivent bien. Après, je dis pas que c'est facile. Hein, la production de lait, d'une manière générale, oui, elle diminue partout, puisqu'on sera, je vous disais, on va bientôt plus être autosuffisant. Mais ça peut les faire vivre correctement, quoi. Voilà, je continue de le dire. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des drames partout, enfin dans beaucoup de régions françaises, et que ce soit très très difficile. Mais en tout cas, c'est pas leur cas. Pour reprendre la question qui a été posée sur on a quand même quelqu'un dans la salle qui venait en vacances dans la ferme des Bertrands. C'est Pierrot qui est là. Bon. Là, je t'ai dit, maintenant, t'es démasqué. Voilà, Gilles n'était pas obligé de dire que j'avais fréquenté la ferme des Bertrands quand j'avais, grosso modo, l'âge des gamins qu'on voit dans le reportage. Concernant les emprunts, je crois qu'il faut préciser quand même qu'aujourd'hui, ils ne sont plus endettés, mais par contre, ils ne sont plus endettés parce que les 3 tontons l'ont été pendant des années et que la transmission s'est faite vers les neveux. C'est-à-dire que l'endettement, c'est la génération des tontons. C'est ça, parce que moi, pour en avoir discuté la dernière fois qu'on est allé boire un café et prendre une collation avec André, il y a quelques années, je ne sais plus, ça fait il y a 4 ou 5 ans, j'avais abordé la question avec André, qui est très nature. Sur ce qui est extraordinaire et qu'on ne voit pas forcément, c'est la capacité que les 3 frangins avaient à pouvoir échanger sur ces aspects sociétaux là, qui touchaient l'agriculture déjà. Bon, moi j'ai souvenir des discussions avec ton père qui n'était pas du même bord politique qu'eux. Il y avait des grandes discussions très animées, mais toujours avec un grand respect, et toutes ces questions étaient toujours menées jusqu'au bout. Les discussions et les réflexions. Et donc, il faut préciser quand même que l'endettement, il a eu lieu. Mais il a eu lieu avant. C'est-à-dire que les trois frères se seraient mariés et ils n'auraient pas transmis à leurs neveux cette entreprise, la situation serait très différente. Non, c'est sûr.
D'ailleurs, ils le disent dans le reportage de Marcel Tria, hein, on n'a pas le capital au départ, donc il faut tout faire par le travail. Mais n'empêche qu'il faut, à un moment donné, il faut rembourser les prêts. Mais, encore une fois, dans notre région, ils se battent tous pour reprendre les fermes et pour pouvoir continuer. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est installé avec une agriculture qui fonctionne bien. Mais quand même, avec cette contrainte et du boulot, 365 jours sur 365, et quand même une grande amplitude horaire, mais avec quand même la capacité de s'arrêter 1 heure, 1 heure et demie pour discuter quand il y a quelqu'un qui passe. Et ça, c'était déjà le cas avec les 3 frères. C'est-à-dire que, vous voyez, comme ils discutent, tu le dis très bien, ils s'intéressent à tout, donc des fois on pouvait prendre 3 heures à midi pour manger, aller bosser 2 heures, puis après il y avait encore le 4 heures parce qu'on ne fallait pas passer à côté du 4 heures. Ça faisait des grosses amplitudes horaires, mais en termes de pression au boulot, et c'est notamment ce qu'apprécient Marc et Alex, qui seraient incapables d'aller travailler pour des patrons et d'avoir des contraintes horaires. J'ai trouvé intéressant aussi de mettre dans le film, c'est pour ça que j'avais cuisiné à l'époque un petit peu Alex, puisque lui il travaillait ailleurs et qui disait que c'était presque plus facile avant. Et c'est vrai que chez les agriculteurs, c'est quelque chose qu'ils ont un petit peu de mal à entendre, parce que chez les agriculteurs, il y en a sûrement dans la salle, mais ils ont quand même l'impression que c'est eux qui travaillent le plus de toute la société, en tout cas chez nous. Et là, c'est vrai qu'Alex, qui est allé voir un petit peu ailleurs, voilà, il disait que physiquement, sur les contraintes horaires, sur les pauses et trucs comme ça, c'est beaucoup plus, d'autant plus aujourd'hui dans le monde du travail, que ce soit le monde ouvrier, mais le monde aussi dans cette économie de service qu'on nous a vendu comme le bonheur. Et depuis 25-30 ans, eh bien, tout est compté, les pressions sont là, et donc aujourd'hui, aller travailler dans une ferme, c'est quand même, ça se discute beaucoup plus, quoi. On peut envisager quand même un avenir un peu plus serein en allant travailler en étant agriculteur qu'il y a quelques années en arrière, quoi. Actuellement sur Arte, il y a trois documentaires qui parlent de le bœuf et la conquête des prairies. Enfin, il y a toute l'histoire de l'élevage bovin. D'accord. Sur Arte, c'est magnifique. Ouais. J'en ai vu un, mais il y en a 2 autres, c'est superbe. D'accord. Et puis je voulais dire aussi que ici, il n'y a pas longtemps encore, il y avait une amie à Roncherolles qui avait un élevage, pas de bovins, mais de brebis. Et elle a essayé de monter, pendant 10 ans, elle a converti la ferme en bio. Mm-hmm. Elle a monté un élevage brebis et après transformation laitière. Et malheureusement, au bout de 10 ans, elle était obligée de partir. Mm. Elle faisait le fromage, ouais, elle faisait... Mm. Et parce que je pense qu'il n'y a pas d'appellation. D'appellation pour la protéger, elle n'a pas été soutenue. Ouais. Ben il y avait une petite allusion qui était faite à ça aussi tout à l'heure par Aline dans son introduction. C'est vrai qu'on a beau être en appellation, heureusement que dans l'appellation et dans le cahier des charges, ils avaient plafonné à 50% la propriété par un même acheteur, mais on est quand même déjà à 50% par Lactalis. Et heureusement qu'ils avaient mis ce truc-là, parce que déjà 50% n'est pas au monopole, mais enfin bon, et après ça peut être flippant, donc il faut vraiment se battre pour garder ces appellations, parce que c'est ce qui les sauvera. Parce que quand Lactalis aura le monopole, enfin, vous voyez comment ça se passe, mais c'est assez insidieux la manière dont Lactalis, évidemment que là où il y a du profit qui est généré, les multinationales, ils viennent se mettre dedans, donc en fait ils sont allés... non seulement acheter le lait, mais construire leur fruitière, enfin leur atelier de fabrication sur la zone, parce qu'il faut que ce soit produit, fabriqué sur la zone. Et ça, c'est sûr que les capitalistes, on va dire, et ça, ils savent faire. Et donc, du coup, c'est allé très très vite pour capter ces 50% de l'appellation. Mais en même temps, il y a quand même des coopératives indépendantes qui se montent, il y a quand même des indépendants qui restent, et heureusement. Mais ça va vite. Et des fois, le problème, c'est que les agriculteurs eux-mêmes, à un moment donné, ils se mettent dans une coopérative, et puis la coopérative est rachetée par un autre groupe, et puis le groupe, vous avez entendu les Bertrand, ils font un partenariat avec quelqu'un qui est maqué, qui appartient à Lactalis. Du coup, de fait, vous vous trouvez à livrer votre lait indirectement pour Lactalis. Mais ça n'a pas été forcément un choix de l'agriculteur lui-même, quoi. Parce que ça, c'est bon. Si avec dans l'agriculture, ce ne serait pas très grave, c'est un petit peu partout, mais enfin, ce n'est pas forcément les choix individuels qui font qu'ils se retrouvent dépendants de Lactalis, pour le coup. Mais pour l'instant, ça va bien. Même le fait que le volume de lait diminue,
finalement, Lactalis indirectement, parce que ça passe par plusieurs coopératives, ils veulent les garder. Donc du coup, ils leur ont même augmenté un peu le prix du lait l'année dernière. Donc ça va plutôt pas mal. Donc vous faites des tartiflettes. Oui, moi j'étais très émerveillée par les deux filles qu'on voit toutes petites parler et qui expliquent de façon très précise comment c'est organisé, comment ça fonctionne, etc. Enfin, elles sont très à même très autonomes. Et je me demande qu'est-ce qu'elles font maintenant puisqu'on ne les voit pas dans l'exploitation. Alors, c'est vrai qu'on ne les voit pas parce que, en fait, le choix dans ce film-là, alors chaque métier est difficile, mais il y avait quand même un petit côté difficile dans le film, c'était comment vous faire comprendre, puisqu'il n'y a pas de commentaires, comment vous faire comprendre comment marchait un peu la famille. Donc on a mis quelques petits bricoles de montage derrière en son pour que vous ne perdiez pas trop vos repères, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Et donc du coup on a fait le choix dans le film de vraiment se focaliser sur ceux qui travaillaient vraiment sur l'exploitation. Donc Aline, la compagne de Marc, elle est coiffeuse dans le village. Et puis Elodie, elle travaille dans un cabinet comptable. Et Cécile, qui est celle qui dit ils font une sieste sur leur table et tout ça, donc elle est au service juridique sur l'attribution des marchés publics pour une collectivité publique. Et c'est des filles qui ont eu des études brillantes, mais qui n'ont jamais trop voulu bouger de Quincy et qui sont très bien. Voilà, on est plutôt pas mal dans le village. Donc, même si Elodie, elle dit on a une semaine de vacances, mais cette année, ils n'ont même pas parti. Enfin, c'est pas non plus un grand manque. Il y a quand même un attachement à ce village particulier. Et effectivement, elle s'exprime bien, mais quand on leur a fait voir le film, on leur a fait une projection pour la famille. Que pour la famille, elle me dit ah, mais tu te rappelles même pas, tu nous avais fait répéter tout ça, je sais plus comment, tout juste c'était pas de la torture, quoi. Enfin, donc, voilà. Mais non, mais c'était avec la rigolade, on se connaît enfin forcément, on se voit quasiment tous les jours, mais c'est vrai que j'avais pas ce souvenir là. Mais en tout cas, elles sont brillantes, mais ça, je crois que c'est quand même une caractéristique commune aux enfants d'agriculteurs. Je ne connais pas une autre profession qui connaisse aussi bien le métier de leurs parents que ceux d'agriculteurs. Parce qu'ils vivent dans la ferme, les gamins. Et vous allez avoir des discussions avec n'importe quel gamin d'agriculteur, il va vous citer les marques de tracteurs, les aliments qu'on donne, les productions de lait, la manière dont on travaille. Ils connaissent par cœur le boulot de leurs parents. Aujourd'hui, aller trouver des gamins qui connaissent le boulot de leurs parents, c'est quand même compliqué. L'accès au monde du travail pour les gamins, c'est quasiment impossible. Il y en a qui ont vu, oui, je pense, Reprise en main l'année dernière, et on avait écrit cette scène où le père de famille emmène ses gamins à l'usine, et ça c'est parce que c'est un souvenir personnel. Mon père nous avait emmenés, mais aujourd'hui c'est plus possible. Les gamins savent plus que leurs parents font, et aussi parce que les parents ne sont pas forcément fiers de ce qu'ils font, ils ne savent plus trop pour qui ils travaillent. Beaucoup ont perdu le sens du travail, ce qui n'est pas le cas pour les agriculteurs. C'est ça aussi qui fait qu'ils sont à peu près heureux et épanouis. Ils savent au moins qui ils sont, pour qui ils travaillent. Et c'est vrai que je trouve ça assez triste. Même pour nous, filmer le monde du travail, c'est hyper compliqué. Tout est verrouillé, cloisonné, il faut passer par les services com, et donc du coup, on se retrouve très éloigné des travailleurs et de savoir... voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas chez les enfants d'agriculteurs, pour répondre à votre remarque. L'approche du monde du travail industriel et agricole chez les deux jeunes, il y a un détail qui apparaît pas dans le film, c'est qu'ils sont les petits-fils du quatrième garçon, qui lui n'est pas resté à la ferme, mais a fait toute sa carrière dans le monde industriel, et donc ils étaient confrontés aux deux milieux, et c'était souvent un sujet de discussion d'ailleurs entre les quatre frères sur la vie d'ouvriers de la vallée de l'Arve et puis la vie à la ferme, parce qu'ils ont été confrontés en fait à la confrontation des deux mondes. Oui, parce que vous avez compris qu'en fait il y avait forcément un quatrième frère ou des sœurs, puisqu'il y a un neveu, donc voilà. Non mais on s'est posé la question de le mettre plus clairement ou pas. Et puis après on s'est dit, à un moment donné on vous met une piste, il y a André, il dit on était nombreux en famille après-guerre, et une armée de gamins comme ça coûte et ça rapporte rien, donc on imagine qu'il y avait d'autres frères et sœurs, mais sinon c'est... Voilà. Mais vous avez... Il y a 3 sœurs. Ah oui, oui. Tu étais même sorti avec une des sœurs, non? Mais non, je plaisante.
Non, non, pardon, c'était une blague à 2 balles comme ça. Il n'empêche que sur les enfants et sur la pertinence de leur expression, quand on fréquente régulièrement un village de montagne, c'est ce qui frappe en premier. On a eu la chance d'assister au foin en montagne. Les enfants, ils vont avec le cœur léger, et c'est vrai, ils commandent tout. Et moi, j'ai eu la chance d'assister au goûter. Ah ouais. J'ai retrouvé des choses au goûter chez une mamie, le café au lait ou la ricorée. Et là, il se dit des choses incroyables. Et ton film le montre bien, vraiment, c'est très beau. Ouais, puis il y a une question de génération qui se mêle bien, et je le disais tout à l'heure, mais ce respect entre les générations, c'est assez beau quand même. Parce que même si André est quand même un peu taquin, on va dire, sur le fait qu'il touche plus un manche, et puis qu'ils ont même fini qu'il fait même pas nuit, donc c'est quand même... mais quand même, il y a quand même un peu de respect pour... Et je sais que Marc, il a quand même acquis ses lettres de noblesse au moment où Patrick est décédé, de son père, donc du coup Marc, quand il dit j'avais 28 ans, il s'est retrouvé, en plus ils agrandissaient le bâtiment, enfin il y avait tous les prêts et tout ça, et arrivé à 28 ans, on se retrouve avec tout, parce qu'Hélène, effectivement, elle était un peu au fond du trou, il était tout seul avec sa mère, fallait quand même tenir le cap, donc il a bossé comme un malade, et là c'est vrai que du coup André a reconnu que quand même, quoi, fallait quand même arriver à tenir le cap, et après, bon, évidemment, Alex est arrivé, mais il a fallu quand même un petit temps de décalage, et voilà, il y a quand même pas mal de reconnaissance les uns envers les autres. Je peux démarrer. Oh, ça peut aller. Hein. Non, mais derrière, on va pas... Il touche plus un manche, mais il est favorable au robot, donc c'est génial. Oui, il dit qu'il touche plus un manche et qu'il est favorable au robot. Oui, bah André... Et c'est vrai qu'ils ont quand même... si Marcel Tria s'était intéressé à eux sur ce film en noir et blanc, c'est parce que déjà à l'époque, ils étaient novateurs, c'est-à-dire que c'est les premiers qui faisaient une étable, ce qu'on appelle en stabulation libre, c'est-à-dire hors de la maison familiale, comme chez nous, les vaches étaient dans la maison, et donc eux, ils construisaient une étable à côté, et les vaches étaient en ce qu'ils appellent en stabulation libre, donc elles pouvaient bouger pendant... ça se faisait pas, et donc c'était déjà pour ça que Marcel Tria était venu les voir. Et donc ils ont toujours été novateurs, et lui il dit toujours je regarde devant, pas derrière. Bon voilà, c'est vrai qu'il a ce côté-là avec une petite pique pour les écolos, mais après il sait de quel écolo il parle, je crois, et puis moi ça me fait marrer de mettre ça dans un film, parce que déjà parce qu'il y a pas mal d'écolos qui suivent ce que je fais comme travail, donc ça peut être marrant de mettre ça, mais après il y a que lui dise ça, je pense que de tous ceux qu'on est là ensemble, là, je pense que c'est de loin André le plus écolo de tous, quoi, dans le sens où, au niveau de son impact carbone, il a un rayon d'action de 15 mètres, il a jamais de voiture, il ne va jamais au supermarché, il consomme tout. Donc en termes d'impact sur la planète, on ne peut pas trouver bien mieux, quoi. Donc voilà, ça me faisait marrer de laisser ça. J'ai débordé un peu par rapport à la ronde. Et les robots sont en route, là? Alors les robots sont en installation en ce moment, avec beaucoup de questions. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas vraiment dit dans le film. Le choix des robots, c'est pas qu'une question économique, on va dire. Bon, déjà, le fait que ces fermes fonctionnent bien, c'est des fermes qui coûtent très cher. Et donc racheter une part, c'est des parts qui coûtent très très cher à racheter. Vous avez vu le niveau de mécanisation et tout ça, hein, donc ça veut dire que bon, faut déjà trouver quelqu'un qui soit capable de racheter la part. Et puis il y avait aussi de la part de Marc et Alex un peu la trouille de déstabiliser un petit peu cette harmonie et de dire on a les gamins derrière, si on fait rentrer une nouvelle personne dans le GAEC, comment ça va se passer derrière pour les jeunes si éventuellement ils veulent prendre. Vous avez vu qu'ils ne leur mettent pas trop la pression, et ça c'est aussi assez admirable, je trouve. Donc voilà, il y avait cette question-là. Mais donc l'arrivée des robots, c'est pas que savoir si on trouve quelqu'un, si on trouve pas, c'est aussi bon. Et c'est aussi une question qui est très très épineuse en ce moment dans la zone de Roblochon, parce qu'il y a les pro-robots, il y a les anti-robots, il y a des gens qui voudraient que dans l'appellation on interdise les robots. Ce qui s'est passé dans la zone comté, c'est-à-dire dans la zone comté, dès le début, il y a 10 ans en arrière, ils ont dit nous, pas de robots dans l'appellation. Sauf que dans la zone Roblochon, ils ont laissé les gens s'installer en disant non, bah, faites comme vous voulez. Puis aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont installé des robots, puis on est en train de dire non, il faut les retirer. Donc, c'est un peu rock'n'roll. Parce que ces robots, ça a quand même des contraintes, enfin c'est assez technologiquement assez avancé.
j'espère pour une fois, dans un secteur d'activité, la mécanisation, la robotisation va alléger vraiment la charge de travail des salariés, en tout cas des travailleurs, parce qu'on peut dire que dans l'industrie, c'était la grande promesse, mais en même temps, ça a été largement compensé par une densification du travail pendant les heures disponibles, etc. Et la robotisation, ça n'a pas forcément beaucoup allégé la charge mentale et le volume de travail des salariés. Là, il semblerait que ça soit possible. Mais c'est pas non plus sans contrainte. Ça veut dire aussi que les robots, enfin je sais pas si vous connaissez, mais là où aujourd'hui il y a 2 heures de traite le matin, 2 heures de traite le soir, là les robots, comme il n'y a que 2 robots pour les 100 vaches laitières qu'ils ont, ça veut dire que les vaches vont se faire traire toute la journée à tour de rôle. Mais dans l'appellation, il faut qu'il y ait quand même 10 heures entre 2 traites. Donc ça, c'est pas dur de programmer les robots pour que les vaches ne puissent pas venir se faire traire sans arrêt. Mais ça sous-entend aussi qu'il faut aussi une ferme où les parcelles de terre, où les vaches vont en prairie, parce que dans la zone d'appellation, ils sont obligés de les mettre 140 jours par an en champ. Il faut aussi que les vaches aient accès aux robots toute la journée. Donc il y a aussi des gens qui sont contre les robots parce que de toute façon, eux, sur leur exploitation, ça ne pourrait pas marcher. Parce que si vous avez des parcelles qui sont disséminées à droite à gauche pour les parcs, eh ben, ça ne marche pas. Donc en fait, en ce moment, c'est assez explosif, quoi. Donc bon, il semblerait que là, ils veulent aller vers l'apaisement et tout, mais c'est assez rock'n'roll entre eux. À côté de ça, moi je suis pas forcément, c'est pour ça que j'ai pas pris part, j'ai pas pris parti dans cette histoire. Est-ce qu'on sait bien les robots, pas bien les robots? Ça nous sert vaguement de fil conducteur parce que c'est bien d'avoir une attaque comme ça, mais c'est pas le thème, je crois pas que ce soit le thème du film. Puis en plus moi ça va, c'est pas à moi de leur dire. Enfin moi je me lève 2 heures après eux, je traite pas les vaches 365 jours sur 365. C'est pas à moi de dire si c'est bien d'avoir des robots ou pas bien des robots. Je me sentais pas tout à fait je crois, légitime par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est sûr que la technologie quand même de ces trucs-là, c'est quand même assez impressionnant. Mais après, il y a des gens qui disent, bon bah ça y est, c'est la mécanisation, on s'éloigne du vivant, etc. Et pourquoi pas, j'entends ça. Mais en même temps, là, on est allé filmer dans une ferme, là, les images qui sont au début, puisqu'on attaque le film avec ça, où la dame disait qu'elle avait... Ah, elle avait ces mêmes craintes, elle, de s'éloigner un peu de son troupeau et pas connaître ses vaches. Et elle dit, en fait, depuis qu'on a des robots, globalement, j'ai plus de temps à consacrer à mon troupeau. J'ai l'impression de mieux connaître mes vaches maintenant qu'avant, on était toujours à... Donc, bon, faites-en ce que vous voulez, moi, je sais pas. Mais ça discute, en tout cas. Oui, puis c'est un peu générationnel, en fait, aussi. C'est qu'il y a l'envie d'une qualité de vie, d'une autre vie, qui est légitime aussi. Ouais, c'est pour ça que moi je ne prends pas parti par rapport à ça. Et puis il y a quand même un truc, c'est que si même nous, dans une région où ça fonctionne bien, la production laitière diminue, c'est quand même un peu inquiétant. Et c'est beaucoup dû au fait de ces contraintes des 365 jours sur 365 et 2 traites par jour. Et donc là, comme disent Marc et Alex, c'est sûr que quand ils auront les robots, ils peuvent être plus déchargés, avoir une vie plus conforme en tout cas avec le reste de la société, et surtout pour les gamins, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des arguments, c'est pas évident d'argumenter par rapport à ça, quoi. Après, dans ton film, le problème du réchauffement climatique et des transformations climatiques, il apparaît plusieurs fois dans le film. Ça fait un lien avec l'après-midi qu'on a passé sur les sécheresses, sur la pluie, sur le foin qui est mouillé, qu'on ne peut pas rentrer, et sur la neige qui arrive de façon précoce. Il y a des hivers, il y a des automnes en montagne où les vaches rentrent très tôt parce que la neige tombe des fois mi-septembre. Ce sont des difficultés. Oui, on pouvait difficilement faire l'impasse là-dessus, d'autant plus qu'en tout cas sur les Alpes, les impacts du réchauffement climatique sont plus importants que sur les plaines. Ça va plus vite, donc effectivement on est plus impacté. Et donc c'est une réflexion aussi qui doit être menée par les agriculteurs, c'est savoir s'adapter, être capable de réagir, mais c'est pas une petite préoccupation. Enfin on voit bien, cet été et l'été d'avant c'était quand même juste. Puis quand Marc il dit c'est 10 mètres cubes par jour, bon c'est sûr que 10 mètres cubes par jour, il faut y aller, quoi. Donc c'est pas rien. Et puis quand vous avez des vaches, il ne s'agit pas de leur dire je vous donnerai à boire
demain ou après-demain, c'est tous les jours, donc c'est pas... Ouais. Puis, il y a des régions qui étaient encore plus touchées par la sécheresse que nous, et j'imagine que les éleveurs, ça ne devait pas rigoler quand même. Donc c'est pas un petit problème. Non, mais c'est vrai par exemple que les agriculteurs de montagne, ils scrutent les glaciers de façon extrêmement précise, et que là, pour le coup, c'est à échelle humaine, c'est flagrant. Et ça se sent dans ton film. Je trouve que ça, c'est tout en ayant, c'est vrai, la légèreté de cette famille. On sent les problèmes cruciaux actuels qui apparaissent en filigrane. Tu nous as bien protégés, parce qu'ils sont derrière les fleurs, le printemps, les vaches qui courent pour aller paître. C'est beau cette image des vaches qui courent. Il y a tous les vrais problèmes sont posés. Oui, bah quand même, on va pas se refaire. Hein. Ben non. Ben non. J'ai juste un petit complément, je ne vous ai pas prévenu, mais j'ai fait circuler des feuilles, c'est pour, si vous avez envie de laisser votre adresse mail, ou si vous l'avez peut-être déjà fait, mais le film il sort dans 2 mois, donc d'ici là vous aurez un peu oublié, et vous recevrez 1 ou 2 lettres par mail pour que vous puissiez prévenir vos voisins, vos amis à l'autre bout de la France, parce qu'il va sortir par all over the world. Et donc du coup, voilà, c'est pour nous aider au moment de la sortie. Et puis, deuxième chose, je voulais quand même vous remercier, parce que visiblement, il y en a pas mal qui ont vu reprise en main. Et même si on vous fait croire que vous n'avez pas de pouvoir, il y a eu un gros boulot de bouche à oreille qui s'est passé sur ce film-là, ce qui fait qu'on s'en est pas trop mal sorti l'année dernière. Et c'était pas forcément gagné. Voilà, le film a bien fonctionné, il a bien circulé, et on est bien conscient que c'est quand même grâce à vous. Donc voilà, merci pour le boulot que vous faites. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous n'avez pas de pouvoir, mais ça c'est vrai dans tous les domaines. Merci Gilles d'être venu encore. Merci à vous, merci pour le boulot que vous faites. Vachement plaisir. Puis Aline, franchement, impeccable. Même si on n'a pas tout à fait parlé du même département, parce que la Savoie et la Haute-Savoie c'est quand même pas pareil.